On va commencer gentiment, hein, ça fera venir les derniers retardataires. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci à. Alors on dit Airfan, on dit Airfan. Airfan. Merci à Airfan d'avoir accepté ma proposition de venir témoigner et d'échanger sur ce banquet Parole d'expert. Alors pourquoi banquet Parole d'expert? Ça fait partie en fait de tout un écosystème que j'ai mis en place qui s'appelle la Guilde des aventuriers en Fedora. Le principe, c'est vraiment l'inspiration d'Indiana Jones, et c'est de partir à l'aventure de soi-même, à la connaissance de soi-même, avec 4 thématiques. La première thématique qui est déjà prendre conscience qu'on est le héros de sa vie, ou reprendre conscience qu'on est le héros de sa vie, et avec comme objectif derrière, ou comme, ouais, comme objectif, enfin, d'arriver à définir des buts, des rêves, des objectifs à atteindre. La deuxième thématique, c'est celle du sens. C'est celle du sens qui fait vibrer notre cœur. Avant tout, hein, on va essayer plutôt de rester dans le cœur plutôt que d'être dans le mental, qui lui est un excellent outil, hein. Moi j'appelle ça le Sherlock Holmes, mais qui se fait vite piéger par tout son environnement dans lequel il a été élevé. Alors tandis que le cœur, lui, est beaucoup plus vaste et inspiré par ce qui nous entoure, sans en prendre toute la dimension consciente. Donc enfin, l'idée du sens, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, quel est le sens que je recherche à ma vie, et quel sens je donne à ce que je fais. Donc très important, de façon à avoir une direction pour aller atteindre les objectifs, les buts qu'on s'est fixés. Une troisième thématique qui est la sensibilité, et c'est notamment sur cette thématique qu'on va échanger aujourd'hui. Donc en tant qu'homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici, hein, et c'est très tourné vers les hommes, mais pas uniquement. On a une sensibilité qui souvent est vue comme une faiblesse, qui est souvent vue négativement, et donc on sait pas trop comment se positionner avec, et alors que c'est quelque chose qui est intrinsèque à chaque être humain. Et le but, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que cette sensibilité soit utilisée comme une force et qu'on l'utilise vraiment à bon escient. Euh, et pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est notre boussole au quotidien. Le, Tout l'aspect de la sensibilité, ça relie à l'intuition. On dit que l'intuition, c'est la voix de l'âme. C'est pour moi tout ce caractère, tout cet aspect en fait qui va rejoindre le sens et qui va nous permettre de nous diriger au quotidien, nous permettre de prendre des décisions qui ne seront plus basées uniquement sur le mental, mais aussi sur ces fameux ressentis corporels, nos émotions, nos pensées, et aller au-delà en fait de ce qui est perceptible. Et enfin, la quatrième thématique, c'est celle du champ des possibles. Champ des possibles, en fait, faut savoir qu'on baigne dans une multitude d'opportunités, mais si tant est qu'on ait le mindset qui soit orienté pour. Si on n'est pas du tout dans l'ouverture d'opportunités, en fait, on verra rien. Alors qu'on est devant une multitude d'opportunités. Les- Ah, une petite coupure. Donc, Voilà. je suis là. Oui, donc je disais, en fait, on est dans un champ d'opportunités, un champ des possibles, mais si tant est qu'on est ouvert à ça. Des opportunités, on en a constamment, et pour moi, on en a deux types. On a les opportunités qui sont là pour vraiment nous faire avancer dans ce que l'on souhaite, et puis il y a les opportunités qui sont là, en fait, pour nous tester. Enfin, ou plus exactement, tester des décisions qu'on a pu prendre, mais sans être 100% convaincu de cette décision. Vous avez sûrement déjà rencontré des personnes qui vous ont dit bah, j'ai décidé de quitter le salariat, de me lancer en tant qu'entrepreneur, et puis on m'a proposé mais un job en or. Mais en fait, cette opportunité qui apparaît, elle est avant tout pour tester ta décision de vouloir quitter le salariat, de t'installer en tant qu'entrepreneur. Elle n'est pas là pour te dire ouais, j'ai un super job qui présente à moi. Non, en fait, tu aurais pu l'avoir déjà pendant toute ta période de salariat. Elle est vraiment en fait pour tester cette décision qui a été prise. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte, puisque quand on a une opportunité qui se présente à nous, c'est déjà, faut vérifier. Donc on va utiliser notre sensibilité pour vraiment vérifier que cette opportunité est vraiment une opportunité qui nous fasse avancer, et non pas en fait une opportunité qui vient en fait nous challenger sur une décision où on est peut-être un petit peu bancal entre guillemets. Et donc à travers cet environnement,
à travers ces 4 thématiques. Le principe de la guilde, donc, c'est d'intervenir, d'utiliser cette force du collectif, cette force de l'intelligence collective au service de chacun. Étant donné qu'il n'y a pas de hasard, hein, comme le disait Einstein, il n'y a que des opportunités, mais aussi Dieu qui veut passer incognito. Ça, c'est aussi notre petit clin d'œil assez sympa. En fait, les personnes qui vont se retrouver avec nous ont une très bonne raison de se retrouver à ce moment-là avec nous. Et donc, c'est là où c'est hyper intéressant d'utiliser aussi ce précepte-là en disant, bah, dans l'intelligence collective, forcément, ces personnes avec qui je vais travailler, bah, elles vont m'apporter quelque chose. Mais je vais aussi pouvoir leur apporter quelque chose en retour. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Et donc, en utilisant l'intelligence collective, ça se joue à travers 4 ateliers, donc un atelier par thématique sur le mois, et puis 2 paroles d'experts, 2 banquets, où l'idée c'est de faire intervenir quelqu'un qui soit inspirant pour la communauté, mais aussi au-delà, ou qui va pouvoir donner une expertise sur un sujet qui soit en relation avec ces 4 thématiques. Donc voilà, maintenant ça me permet vraiment d'introduire le banquet parole d'experts d'aujourd'hui. Donc c'est le premier dans son genre, puisque la communauté a démarré le 20 novembre. Et donc Erfan a très sympathiquement accepté de participer. Et donc on va le faire vraiment de façon très libre, on va échanger ensemble. Sentez-vous libre aussi de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, n'attendez pas la fin, hein, parce qu'une question, je pense qu'elle est pertinente au moment où on la pose, enfin quand elle vient à l'esprit, on la pose, plutôt que de vouloir la garder à la fin, et puis finalement on en perd un petit peu la saveur. Donc prenez vraiment le temps, enfin si c'est ok pour toi Erfan, hein, vraiment Bien sûr. sentez-vous libre d'interagir quand vous le souhaitez. Et s'il y a des questions auxquelles moi j'aurais pas pensé, bah, surtout bah, posez-les à ma place, hein. Génial. Donc encore merci Erfan pour avoir accepté mon invitation et de partager ce moment avec nous. Et pour commencer, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter? Parce que la dernière fois, comme Très moi je t'ai eu quand même au bon. téléphone, tu étais à Dubaï, hein. Ouais, c'est ça. J'aime toujours me présenter en disant que je suis d'abord quelqu'un d'heureux, parce qu'on a toujours tendance à se présenter d'abord par le métier qu'on fait, par notre profession. Je trouve que c'est une aberration. On doit d'abord se définir par nous-mêmes. Et j'aime toujours me qualifier, en tout cas me définir comme étant quelqu'un d'extrêmement heureux, quelqu'un qui a été touché par la grâce divine, si on prend Dieu, euh, dans le sens où, euh, dans le sens où j'ai été béni par mes rencontres, par les personnes que j'ai pu, qui m'ont aidé et que j'ai pu aider. Donc d'abord, je me définis comme ça. Ensuite, il faut quand même parler de ce qu'on fait dans la vie. Et alors, je n'ai pas un métier. Est-ce que être entrepreneur, c'est un métier réellement? Je ne sais pas. Mais j'entreprends. Donc, j'ai plusieurs entreprises dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. J'ai une entreprise de consultance aux Émirats, une entreprise de consultance en Belgique. J'ai une entreprise de construction ici en Belgique que je viens de reprendre il n'y a pas longtemps. Je fais du coaching, j'ai fait du trade pétrolier pendant un temps, j'ai encore des entreprises dans ces activités-là. Donc, quand tu parlais d'opportunités, Jean-Christophe, c'est réellement, je me connecte très fort à ce que tu dis parce que voilà, allez, je vais créer un nouveau métier, même si c'est pas, le terme peut paraître péjoratif, mais je suis opportuniste de métier. Et c'est ce que je fais réellement. Je saisis les opportunités et j'ai toujours tendance à dire, moi, je ne sais rien faire. Je suis mauvais dans tout. Citez-moi des choses, je suis mauvais dedans. Par contre, je suis excellent dans la vente, dans la persuasion et dans le fait de pouvoir fédérer. Et ça m'a pris du temps avant de pouvoir le verbaliser. J'étais très gêné par rapport à cette posture. Mais voilà, donc aujourd'hui, mon métier, c'est d'être quelqu'un d'heureux qui fédère et qui essaye de faire en sorte que des entreprises fonctionnent et soient successful à la fin de l'année. Voilà. C'est chouette, c'est une belle mission en soi, hein, déjà, hein. Ouais, je ne sais pas. Et quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Ah, sacré parcours, hein, déjà pour quelqu'un de 29 ans, plusieurs entreprises, c'est chouette. Et Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt culturel. Je suis d'origine iranienne. Et les Iraniens, alors dès notre plus jeune âge,
on est conditionné. Et on est conditionné à devoir être médecin, avocat, entrepreneur, et j'en passe. Mais alors, il y a des aspects positifs, effectivement, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes de ma communauté qui en souffrent. Par exemple, dans certaines célébrations, ben, ceux qui ne réussissent pas réellement ou réussissent quand je parle de réussir, c'est vraiment dans le cadre professionnel, ben, ils ne viennent pas à nos célébrations, malheureusement, parce que ben, il y a ça. Mais moi, je suis un pur produit de l'éducation persane. Donc, beaucoup de poésie dans ce qu'on apprend, mais aussi beaucoup de pression pour entreprendre, pour faire des études et ce genre de choses. Donc, le fait qu'à mon âge, j'ai entrepris autant de choses, que j'ai autant d'entreprises, que j'ai autant de personnes qui travaillent pour moi, je ne suis pas une anomalie pour ma communauté. D'accord, super. Mais d'ailleurs, ça m'amène une question. Est-ce que tu as choisi cette vocation d'entrepreneur ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment été influencé par ton entourage? Comment ça se passe justement? Tu dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'avocats, de médecins et autres, mais est-ce que c'est l'influence alors de la société, de l'entourage, de la famille qui guide vers ça ou c'est vraiment une aspiration? Alors, je vais répondre, c'est une réponse de Normand, mais c'est vraiment les deux. Effectivement, à partir du moment où on a 5, 6 ans et que ben voilà, on nous martèle cette idée et on nous martèle ce modèle de réussite, fatalement, on va l'incorporer. On le prend pour soi et on imagine que réellement, ben, ça émane de nous. Euh, donc, je dirais effectivement l'influence de ma communauté, l'influence de mon entourage, effectivement, ça a énormément joué. Et de l'autre côté, ben, entreprendre, c'est un jeu, c'est essayer c'est essayer de construire en prenant le risque de rater. Et ben, ce risque-là, ça m'a toujours tenté. J'ai pas voulu faire avocat, j'ai pas voulu faire médecin parce que cette excitation de dire ben, je vais créer quelque chose et si ça foire, ben, ça foire. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis très jeune. Je crois que la première entreprise, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai lancée, je devais avoir une dizaine d'années. Donc c'était mon. Les autres gamins de mon âge aimaient jouer à l'époque avec des consoles, etc. Ben moi, j'aimais vendre des trucs. Donc, j'allais faire le tour des maisons de mes voisins en leur demandant avec ma sœur s'ils avaient des trucs à vendre, des trucs qu'ils voulaient jeter. Ben, je prenais tout et je faisais une mini brocante devant chez moi. Et je vendais ce que je pouvais vendre. Donc c'est comme ça que je m'amusais en tout cas. Génial. Et justement, par rapport à ce que tu disais, tes parents, ta communauté n'a pas voulu t'influencer pour aller plus vers être avocat, médecin. Non, t'as vraiment eu le soutien vers la voie d'entrepreneur? En fait, comme je le disais, je suis exécrable dans tout. Ça s'est imposé. J'étais un bon étudiant, etc. Et effectivement, il y avait la voie de ma famille qui était là, qui essayait de me pousser vers une voie que eux estimaient être la bonne. Mais on peut demander, allez, on peut demander à un poisson de monter un arbre, il pourra essayer tant qu'il veut, il ne montera pas l'arbre. Donc finalement, c'était un choix et je me suis battu pour ça. Mais voilà, je suis content du choix que j'ai fait. J'ai une petite question. Oui, Donc, un avocat ou un médecin peut entreprendre. bien sûr, bien sûr. Tu vois, Exactement. Et c'est surtout ça, la subtilité, la nuance qu'il faudrait pouvoir apporter. C'est qu'un entrepreneur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va vendre un produit ou qui va vendre un service, n'importe lequel. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée. Alors, le médecin est entrepreneur. L'avocat est entrepreneur. Tous ces corps de métier le sont, mais ça doit d'abord passer par un filtre, j'ai l'impression. On doit pouvoir l'expliquer, on doit pouvoir éduquer, c'est plutôt ce terme-là que je devrais utiliser, éduquer les gens au fait de comprendre que l'entrepreneuriat ne se limite pas au simple aspect financier de j'achète et je vends. Aussi simple que ça. ouais, c'est ça, parce que la vie, c'est entreprendre, en fin de compte. Qu'on Exactement. soit, voilà, donc même un salarié peut entreprendre dans son entreprise, quoi. Enfin, Exact.
Ouais. Et puis pour reprendre ce que tu dis, Jean-Christophe, en même temps, pour être médecin, tu vas d'abord te former avec toutes les bases de médecine, ou un avocat, toutes les bases juridiques et de droit qui vont avec. Et c'est seulement quelque part après, au moment où il finit ses études, qui va endosser cette casquette d'entrepreneur. Exact. Enfin, en tant qu'entrepreneur dans un métier. Mais je te rejoins Mhm. complètement. C'est avant tout entreprendre, c'est avant tout un état d'esprit. On peut être tout à fait salarié et être dans cette posture d'entrepreneur et d'entrepreneur de sa vie. Exact. Mais ça, c'est hyper intéressant. Peut-être que justement par rapport à ce que tu citais, les personnes de la communauté qui se mettent un petit peu en marge par rapport justement à cette notion de réussite, peut-être qu'à un moment donné, elles ont tellement suivi la pression familiale ou de l'entourage d'aller dans une voie qui leur correspondait pas, bah, en fait, elles n'arrivent pas à s'épanouir parce que à un moment Non, donné, elles ont suivi un modèle plus imposé que celui qui résonne en eux. totalement. En fait, et pour parler de sensibilité, parce que c'est réellement le sujet, euh, cette pression ne prend pas en considération la sensibilité de chacun. Ce modèle ne prend pas en considération le fait que euh, peut-être que pour moi, le mot réussite signifie autre chose que simplement avoir une Porsche devant chez nous. Et donc, ça a réellement, je pense en tout cas, ça a réellement contribué à créer de la distance entre les personnes, pas simplement de ma communauté, mais de toutes les. En fait, c'est vraiment pas que ma communauté. Quand je regarde le Moyen-Orient, je prends les Syriens, les Libanais, je prends les Iraniens, je prends les Émiratis par exemple. Vu que je travaille beaucoup avec les Émiratis, cette pression, elle est constante sur les enfants. Alors que finalement, maintenant, je sens dans la nouvelle génération, dans ma génération, moi, je dirais juste à mes enfants, de manière très simple, entreprends ce que tu veux. L'objectif, c'est juste que tu sois grandiose dans ce que tu fais. Aussi simple que ça. Et j'aurais aimé entendre ce discours. Alors, on a une question de Romain qui te demande si tu peux parler de la gestion de ton temps en tant que multi-entrepreneur. Alors, c'est très, très facile. Au début, c'était l'enfer. L'enfer, 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 parce que pour moi, ben, pour pouvoir entreprendre, il faut travailler dur. Faut se réveiller tôt le matin, dormir tard le soir, courir partout. Et plus je cours, mieux c'est. Et plus je montre aux autres que je suis occupé, en fait, plus ça me rassurait dans le fait que j'étais un bon entrepreneur, que j'étais quelqu'un qui avait du succès. C'était réellement comme ça que je le voyais. Que j'avais qu'une seule entreprise. À partir du moment où j'ai commencé à concevoir le fait qu'en fait, je pouvais gérer plusieurs entreprises, je me suis rendu compte que c'était impossible, que le modèle que j'avais en tête était totalement invivable. Et j'ai dû passer par une des phases les plus douloureuses de mon aventure entrepreneuriale, c'est le fait de déléguer. Aujourd'hui, à la tête de chacune des entreprises, j'ai un manager, un CEO, on l'appelle comme on veut, qui gère un pan complet. Et moi, je ne suis en réalité une personne qu'on va consulter pour, euh, pour des aspects stratégiques. Mais pour les décisions les daily, donc les décisions journalières, je ne suis même pas capable de prendre ces décisions. Je suis totalement déconnecté de certaines activités. Par exemple, moi, je ne suis absolument pas du monde de la construction. Je ne comprends pas. Demain, vous me demandez de visser quelque chose au mur, je vous assure, je vais me blesser. C'est une promesse. Mais j'ai une entreprise de construction. Et cette entreprise, l'aspect technique des choses et l'aspect, oui, je dirais plutôt l'aspect technique des choses, j'ai réussi à le déléguer parce que je suis mauvais dedans. Par contre, le développement de l'entreprise, ok, ça, je m'en charge. Donc, pour pouvoir gérer toutes ces entreprises, l'idée, ça a été de recruter et de déléguer. Et une fois qu'on délègue, c'est pas simplement, hey, prends cette tâche et démerde-toi. C'est non, je viens à côté de toi, on est ensemble, on va apprendre ensemble, je te forme si j'ai les capacités de te former. Si je n'ai pas les capacités de former, il y a des gens qui sont très bons formateurs, ben on les amène chez nous, on demande de l'aide. Et une fois qu'on a une formule, alors cette formule-là, on la réitère sur d'autres entreprises. Donc, ça est toujours la clé pour pouvoir entreprendre plusieurs entreprises, c'est surtout dire, OK, je suis prêt à déléguer. Et certains de mes employés sont mieux payés que moi. Je n'ai aucun problème avec ça.
j'ai des personnes, des managers que je paye plus que moi-même parce qu'ils sont juste excellents et c'est normal pour moi de les rémunérer. J'ai besoin qu'ils restent. Ben, si j'ai besoin qu'ils restent, il faut que je puisse leur donner ce dont ils ont besoin. Et ça ne me dérange absolument pas. Il faut pouvoir mettre l'ego de côté et de dire non, c'est moi le patron. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est construire. Et si pour construire, ben, je dois pouvoir payer des gens plus que moi, je dois leur donner plus d'incentives, c'est avec grand plaisir. Super. Alors, je crois que Romain a mis un petit commentaire. Donc il dit c'est une partie de son plan, mais je n'arrive pas encore à passer ce cap. Tu n'arrives pas à passer le cap parce que tu n'arrives pas à déléguer ou parce que tu n'arrives pas à trouver les bonnes personnes? Ah, ça c'est une excellente question. Alors, je vais vous forcer à avoir un peu d'écho, je suis désolé. J'ai pas encore trouvé mes... Bonjour à tous, de vive voix. J'ai pas encore trouvé mes écouteurs. Je crois que j'ai pas trouvé les bonnes personnes. D'accord. Et comment est-ce que tu Je peux, sais pas chercher. comment est-ce que tu peux définir qui est une bonne personne ou pas pour ce que tu vas essayer d'entreprendre? Est-ce que c'est une question de compétence ou est-ce que c'est une question de feeling? Compétence et passion pour le sujet, je dirais. D'accord. Et tu n'arrêtes. Ok. Ben ça, alors, j'ai toujours eu ce problème. J'ai toujours eu ce problème parce que tu attends peut-être que les personnes que tu recrutes aient la même passion ou la même intensité dans la passion. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Tu es passionné par ce que tu fais et c'est formidable, mais passer ta vie à attendre que quelqu'un d'aussi passionné que toi puisse venir et monter dans le bateau, tu attendras pour rien. Personne ne sera jamais aussi passionné que toi. Ça, je peux signer et si tu attends, bah, tu ne délégueras jamais. En fait, la seule chose, c'est toi, en tant que capitaine, tu dois donner une direction, tu dois pouvoir donner une vision, insuffler cette vision, mais ne t'attends pas à ce que cette passion soit totalement partagée. L'intensité de la passion que tu as, bien évidemment qu'elle sera toujours au-dessus des personnes qui vont travailler pour toi. Tu es le capitaine à bord, c'est ton bébé, c'est normal que tu aies plus de passion, que tu sois plus passionné en tout cas. Et j'ai aussi l'impression qu'ils arriveront jamais. Ils n'arriveront jamais à Ils arriveront jamais à produire ce que moi je produis. un scoop. Tu as raison. Oui, oui, je sais. C'est normal. C'est normal. Et là est la difficulté de pouvoir déléguer. Je sais pertinemment que, en tout cas, j'ai l'intime conviction, même si je sais que ce n'est pas totalement vrai, mais j'ai l'intime conviction que quand je fais un travail, je le fais mieux que les autres parce que je sais ce que je fais. C'est totalement logique. Il faut pouvoir prendre, ou plutôt accepter le fait que ça ne sera jamais aussi bien fait que toi. Le jour où tu arrives à accepter le fait qu'il va falloir accepter que le travail ne soit pas exécuté comme toi tu le désires, c'est déjà, tu t'enlèves un poids de tes épaules et tu vas pouvoir recruter. Ce ne sera jamais aussi bien fait. Ça, je peux te le garantir. Et tu ne trouveras personne qui le fera aussi bien que toi. Par contre, tu trouveras des gens qui feront d'autres choses mieux que toi. Et c'est là où c'est intéressant d'aller recruter des gens. Parce qu'on n'est pas excellent dans tout. Donc, moi, je préfère ma copie, et j'espère que ce n'est pas ma copie, et qui fait d'autres choses beaucoup mieux que moi. Et les choses que je fais moins bien que moi, comme ça, ben, je peux intervenir quand même de temps à autre. Mais voilà, l'idée, toi, la même intensité, personne ne fera le travail aussi bien que toi. Mais si tu veux pouvoir faire grandir ton entreprise, à un moment donné, il va falloir que tu l'acceptes et que tu laisses couler. Donc ouais, pour répondre à ta première question, c'est peut-être les deux. Ouais. Ouais, ok. Merci. Alors, Erfan, tu as justement abordé le terme de la sensibilité. Puis effectivement, Ouais. c'était un peu c'est le thème d'ailleurs de ce banquier aujourd'hui. Et Ouais. je voulais que tu nous parles un petit peu de ce qu'on avait échangé ensemble. Tu m'avais dit, Ouais, ben, ouais. moi j'ai toujours eu une posture plutôt de mal alpha. Et à un moment donné, en fait, ma sensibilité, elle m'est revenue en pleine figure. Exactement. Alors, pour redonner le contexte, je venais de finir une année en beauté, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, en termes de posture, et le fait et en termes de représentation, je représentais quelque chose pour les personnes avec lesquelles je travaillais aussi.
dans ma famille, dans ma communauté, autour de moi. Et, et j'avais fourni énormément d'efforts. C'était une année où je ne m'étais absolument pas occupé de moi-même. Donc, j'étais le seul absent de ma vie. Tout le monde était là, sauf moi. J'étais juste concentré sur le fait de me dire, je suis là, il faut que j'arrive là, peu importe les moyens. Et les moyens, en fait, c'était... peu importe les dégâts collatéraux, les dégâts collatéraux, finalement, c'était que moi. J'étais le seul à en souffrir. Une fois arrivé à cet objectif, où oui, effectivement, on fait une année incroyable, je réussis à réaliser un de mes rêves, j'achète une maison pour mes parents, je les mets, on va dire, à l'abri, si je puis dire ça comme ça. Et là, par contre, c'est le blanc, c'est le néant. Pendant plusieurs mois, je suis totalement perdu, je ne suis plus moi-même, j'ai du mal à assumer mon rôle et je rougis surtout du fait que les autres attendent de moi une certaine posture. Tout le monde a eu cette habitude, s'était habitué en tout cas dans mes entreprises et aussi dans mon entourage, parce que j'ai cette posture de personne qui va toujours ne parler qu'une fois et on le suit, le leader parfait, ce genre de choses. Mais une fois qu'on est un peu affaibli, l'attente pèse. Cette attente me pesait énormément. Je n'arrivais plus à comprendre pourquoi. Comment ça se fait? J'ai atteint ce que je voulais atteindre. J'ai réalisé un de mes plus grands rêves. Tout va bien, pourtant tout va mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à assumer mon rôle? Et c'est vraiment par hasard. Et là, justement, c'était le début du déclin. Cette année-là, le premier trimestre, je pense, ça a été horrible. Alors, autant on avait fait de très beaux chiffres avant, autant le trimestre suivant, c'était exécrable, vous n'imaginez pas. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a présenté un livre. Alors, ce livre a changé ma vie et je le lis au moins 1 à 2 fois l'année. Alors, je suis un malade de lecture. Je pense que je lis entre 40 et 60 bouquins par an. J'adore ça, depuis que je suis gamin. Mais ce livre, je l'avais lu quand j'avais, je pense, 16-17 ans. Ça ne m'avait pas fait grand-chose. Voilà, ok, c'est un vieux livre qui... Alors, quel est ce livre? Tu peux juste donner le titre et l'auteur? Ah oui, j'y viens. Alors, ce livre, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Alors, ce livre est très particulier parce qu'il n'était pas destiné à être publié. L'empereur Marc Aurèle avait son journal intime, c'est le journal intime de Marc Aurèle, et donc il écrivait tous les soirs voilà, ses pensées, réellement, que ça. Et c'est pour ça que quand on le lit, c'est extrêmement décousu. Il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir lire le livre. Et en fait, c'est un manifeste du stoïcisme, en réalité. Et pour moi, être stoïque, ça voulait dire ne rien ressentir, être de marbre tout le temps. C'est pour ça que ça ne m'avait pas vraiment touché. Et quand j'ai relu le livre, ça m'a bouleversé. Ça m'a réellement permis d'assumer en fait ma sensibilité. Parce que Marc Aurèle, qui à l'époque donc est l'empereur romain, donc en gros, si je résume, il est Dieu sur terre, il a tous les pouvoirs. Lui se permet d'être sensible. Lui se permet d'accepter sa propre sensibilité. Lui se permet d'être dur avec lui-même et être doux avec lui-même. Marc Aurèle lui-même, alors qu'il est empereur d'un des plus grands empires de l'époque, se permet à lui-même d'assumer une part de sa faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse, au final, c'est juste sa sensibilité. Au point où il a un esclave qui est avec lui, et le travail de cet esclave, c'est simplement lui rappeler à l'oreille souvent, tu n'es qu'un homme. Tu vas mourir, tu n'es qu'un homme. C'est formidable. Ça m'a transcendé. Après avoir lu ce livre, j'ai fait plus de recherches sur le sujet du stoïcisme, et c'est finalement le fait de pouvoir dire non, j'assume ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est légitime. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. J'ai le droit de me sentir extrêmement mal. J'ai le droit de me mettre en boule et pleurer. J'ai le droit de tout ça. Par contre, ce que j'en fais, ça j'ai un contrôle là-dessus. Le fait de ressentir des choses, je ne contrôle pas ce que je ressens.
On est juste des sismographes. On va enregistrer des événements. Par contre, la manière dont on va utiliser ces sensations, ces sentiments, cette sensibilité, là, c'est notre responsabilité. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fleuri. J'utilise vraiment ce terme parce que c'est l'événement qui s'est produit. C'est que à partir du moment où j'ai réussi à accepter que, en fait, être le mâle alpha, ou comme j'ai une petite cousine qui dit toujours le mâle alpha, c'est le gros gorille dans la cage. Au lieu d'être juste le gros gorille dans la cage, je pouvais être ce mâle alpha, même si j'aime plus ce terme, qui pouvait éprouver des sensations. Je pouvais être ce patron d'entreprise qui pouvait venir quelqu'un et pleurer. Je pouvais me permettre d'être la personne qui n'a pas peur de parler qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, qui ne rougit plus de ça. Ça a été une métamorphose. J'ai jamais aussi bien réussi humainement et financièrement que depuis que j'ai accepté que j'étais un sismographe. Alors, je trouve que l'image du gorille dans la cage est pas mal, hein, finalement, hein. Parce que Ouais, ouais, effectivement, ouais. tu t'enfermes dans une cage à pas vouloir exprimer cette sensibilité. Alors, tu Parce qu'on parlais. a peur d'être jugé, on a peur d'être jugé, on a peur de dire attends, mais si je montre par malheur que je suis sensible, on va pouvoir profiter de moi. C'est sûrement ça. Ou bien non, 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 pleurer c'est pour les femmes. Ça aussi, je l'ai souvent entendu. Et à l'époque, ça avait du sens. Je vous assure que si vous m'aviez rencontré il y a peut-être 2 ans d'ici, j'aurais été l'inverse de la personne qui peut se permettre de venir vous parler si ouvertement. Quelqu'un de très fermé, obtus, mais non, 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 résultat pour le résultat. Et rien d'autre. Tu parlais de dégâts collatéraux envers toi-même. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que c'était des problèmes de santé? Est-ce que c'était, enfin, comment ça se manifestait pour toi? Alors, c'était différentes choses. D'abord, ma vie sociale. Ma vie sociale. Alors, euh, quand on est passionné par l'entrepreneuriat, ben, on est passionné par l'entrepreneuriat et on ne fait que ça. On ne fait que lire sur l'entrepreneuriat, parler d'entrepreneuriat, sortir pour l'entrepreneuriat. On ne fait que ça. Donc, ma vie, c'était que tous les éléments de ma vie avaient été calculés et imbriqués de manière à pouvoir être dans l'optimisation constante de mes performances. Et rien d'autre. Rien d'autre. Si je faisais du sport, c'était parce que je veux faire du sport pour avoir l'esprit dégagé, pour mieux réfléchir, parce que j'entreprends. Si je lisais, c'était parce que si je lis, j'apprends de nouvelles choses et ces nouvelles choses, je vais pouvoir potentiellement les utiliser dans mes entreprises. Si je rencontrais de nouvelles personnes, ce n'était pas parce que les personnes étaient forcément intéressantes ou avaient quelque chose à m'apprendre, non. Est-ce que cette personne va pouvoir amener sa pierre à l'édifice à ce que j'essaie de construire? Et donc, imaginez que entre le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'au moment où vous fermez les yeux, tout est basé là-dessus. Rien d'autre n'existe. À la longue, vous abandonnez des choses. Vous abandonnez des amis. J'ai des amis avec lesquels je ne pouvais plus parler parce que je me disais, on n'est pas du même monde. Alors que non, on est du même monde. On peut se comprendre. C'est simplement moi qui dois prendre un pas, qui doit faire un pas en arrière ou un pas plutôt vers eux pour éviter d'être constamment dans cette optique d'optimisation et de progrès. Et les dégâts collatéraux, c'était ça. D'abord, socialement, ben, c'est super chiant de traîner avec moi, en fait. Je suis la personne avec qui vous n'avez pas envie d'aller manger un bout. Parce que la seule chose que j'ai en tête, c'est de pouvoir créer des choses. Quand je regarde une personne qui va me rappeler, le serveur, je suis déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait optimiser ça. C'est super chiant, c'est extrêmement désagréable. Ma compagne, pour moi, elle mérite le titre de Dalai Lama parce qu'elle a été la personne la plus patiente qui soit. C'est atroce de vivre avec quelqu'un comme ça. Et puis, aussi physiquement, ben, je l'ai ressenti. La pression constante, la pression que je me mettais, le fait de retenir ce que je ressentais, ne pas les laisser, ne pas m'exprimer, le fait d'intérioriser la joie et les malheurs. Parce que la joie, je me disais, attends, si je montre que je suis trop content, ils vont se dire, attends, mais en fait, finalement, il n'était pas si ambitieux que ça.
Il a atteint son objectif, regarde comme il est content. Et si je montrais que j'étais pas bien, mais il est faible, comment est-ce que lui peut construire notre avenir? Et donc, c'était une pression constante, je me bouffais et fatalement, ça explose. Je suis passé à côté d'un burn-out. Alors, je ne savais pas que c'était un burn-out, mais un jour, je me suis levé le matin. Ben, je ne me suis pas levé, justement. C'était ça le problème. Je me suis réveillé, les yeux ouverts, mon corps qui refuse de bouger. Mon corps qui me dit, et puis merde, moi, j'en ai eu assez. Si tu veux y aller, tu vas tout seul. Mais je ne viens plus. Mais j'étais vraiment à cette limite. Je n'ai pas écouté mon corps, encore une fois, et j'ai poussé, j'ai poussé. J'ai eu des problèmes gastriques. Alors, on sait que les intestins réagissent avec le stress. J'ai eu des problèmes cutanés. D'ailleurs, c'est des problèmes qui ne disparaîtront jamais, apparemment. Donc, j'ai fait de l'eczéma pour la première fois de ma vie. J'étais tout rouge. Et mon dermatologue m'a dit, mais vous savez, monsieur, ça, c'est un feu rouge, ce que vous avez sur le visage. Et moi, je rigole, je dis, non, 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 ça veut dire arrêter. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, oui, il y a eu des conséquences sur ma santé également. Mais je n'ai pas écouté. Le seul moment où je me suis arrêté, c'est OK, j'ai atteint l'objectif, génial, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où ça m'a. Tout est venu d'un coup. Et maintenant, si tu prends le miroir, enfin le pendant de ce que tu as vécu en termes de ce que tu viens de nous décrire, et maintenant, comment ça se manifeste? Comment tu manifestes ta sensibilité au quotidien? Est-ce que ton réseau social a complètement changé? Alors, la première des choses, c'est que c'était très compliqué. Il y a certaines personnes qui naissent avec cette capacité incroyable de pouvoir vous regarder dans les yeux et vous faire comprendre ce qu'ils ressentent. J'étais totalement incapable de le faire. Et il a fallu le faire. Donc aujourd'hui, je me pousse à le faire. Je me pousse à partager ce que je ressens avec. Alors, c'est un terme que je déteste, mais j'ai un collaborateur qui dit toujours tu as ta petite cour. Alors, ma cour, c'est juste les gens que j'aime. Et je partage ça avec eux. Je me permets de parler, de dire aujourd'hui, je me sens pas bien. Ou le fait simplement de dire aujourd'hui, c'est incroyable, je me sens fort, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis juste super content. Célébrer, le fait de célébrer, je ne célébrais rien du tout. Je ne célébrais pas mon anniversaire, je ne célébrais pas ces choses-là, parce que je me disais, eh, j'en ai pas besoin. Je suis né, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On doit tous les jours, toutes les années, tous faire la fête parce que je suis né, hey, les gars, soyez heureux parce que je suis né, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je me suis permis de célébrer des choses. Je me suis permis de parler, de communiquer. Et surtout, ça m'a rendu extrêmement fort. Aujourd'hui, ma position de leader dans les différentes entreprises est encore plus consolidée que jamais. Parce qu'on sait, maintenant, les gars savent qu'ils peuvent venir me parler. Les filles savent qu'elles peuvent venir pleurer avec moi. Je pleurerai avec elles s'il faut. Et ça a créé une cohésion particulière à partir du moment où j'ai commencé à accepter ce que j'étais et à pouvoir aussi le partager avec les autres. Et socialement, fatalement, non, ça n'a pas changé des masses, mais je parle d'autre chose. Donc ça, c'est déjà bien. Donc, tu n'es pas en train de voir comment tu peux optimiser le travail Non, maintenant, du serveur. j'accepte qu'il travaille mal. Non, je rigole. Virginie, je t'en prie, hein, sens-toi libre de parler, hein. Oui, bien sûr. Je me sens libre, évidemment. Mon instinct, mon mental instinctif m'a dit, Virginie, aujourd'hui, tu vas rejoindre Jean-Christophe. Après, le pourquoi, tu sais, l'instinct. Et maintenant, je comprends pourquoi et j'ai envie, on ne se connaît pas, mais de féliciter Erfan. Parce Merci. que sans le savoir, il a cité tous les ingrédients de neurosciences et de neurobiologie actuels qui font des leaders humains durables. Ça me donne la chair de poule. Parce que souvent, on dit il n'y a que les femmes qui ont ce mental instinctif. Et c'est vrai que c'est un peu parfois plus développé. Parce qu'une femme, elle met au monde les bébés. Et donc, tu sais, biologiquement, en neurobiologie, on sait que le burn-out, la pression, et ce sont des mots que tu as utilisés, le pas prendre de temps pour soi, c'est pas en fait humain. Mais on nous l'a pas appris, que ce soit toi, à mon avis, dans ta culture
dont tu as parlé, ou même nous en Europe occidentale. Tu sais, les boîtes américaines, moi j'ai travaillé 20 ans pour une grosse boîte, une grosse structure. C'est vraiment, écoute, tu es employé ou tu es intrapreneur, hein, parce que Jean-Christophe Bazin en parlait tout à l'heure, entreprendre, ça peut aussi être intrapreneur en tant qu'employé pour un boss comme toi. Euh, mais voilà, on nous dit aussi, tu dois, il faut. Ce sont toutes ces injonctions qui en fait sont très insidieusement mises dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte depuis notre plus jeune âge, qui finalement, nous n'osons pas être nous. Et c'est ça la puissance des humains de demain, c'est qu'ils vont oser être eux en fait. Et donc, ils vont oser fêter, se célébrer, ils vont oser pleurer et la minute d'après, être contents. Mais ça nous demande du courage en fait. Bien sûr. Ça nous demande d'utiliser tout ce qu'il y a déjà aujourd'hui de disponible pour dépasser ça. Alors, c'est vrai que j'entends ici que tu as vécu des choses. Et moi, en fait, je suis arrivée ici par hasard, mais c'est mon métier, de sortir les gens du burn-out. Et donc, il n'y a jamais de hasard, hein. Mais c'est beau. Et je te félicite pour ton témoignage, en fait, de sensibilité, parce qu'on a besoin d'humains aussi masculins qui sont dans la sensibilité. C'est fondamental. Voilà. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci Virginie, c'est vraiment extra ce que tu partages. Et merci de nous en faire part. Et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en fait conditionné dès le plus jeune âge. En tant qu'homme, on doit maintenir une certaine posture parce qu'on est encore, malgré tout, dans une société très patriarcale où l'homme, c'est le pilier de la vie familiale, c'est le pilier de la société, etc. Et donc, il doit s'imposer une certaine posture. Donc, il ne doit pas montrer de signes de faiblesse. Mais est-ce réellement des signes de faiblesse ou est-ce simplement, comme tu le dis, un moyen d'exprimer quelque chose qui nous touche? Et après, tout dépend ce que l'on en fait. Exactement. En fait, je te rejoins totalement. C'est que être le pilier d'une famille ou être le pilier d'une entreprise ou le pilier d'un groupe d'amis, c'est formidable. C'est une responsabilité qui est incroyable à accepter. C'est un cadeau. Je dis toujours que cette responsabilité est un cadeau. Si d'autres personnes nous estiment que nous avons les épaules assez larges que pour pouvoir supporter ce poids et nous le mettre sur les épaules, c'est pas parce qu'ils nous veulent du mal, c'est parce qu'ils nous accordent justement ce crédit. C'est formidable. Par contre, la posture qui est la nôtre en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que pilier d'une famille, pilier d'un groupe d'amis, quand on accepte ce rôle, on doit aussi s'accepter soi. Accepter le fait que, en tant que pilier, je peux fléchir. Ce n'est pas parce que je fléchis que je casse. Et à partir de ce moment, on devient plus fort. Personnellement, c'est vraiment à partir de ce moment où je me suis dit, mais tu sais quoi, tu as le droit d'être comme tu es, que j'ai réellement compris c'est quoi la force, c'est quoi je vais pas, oui, c'est quoi l'autorité, c'est quoi construire, c'est quoi aider, c'est quoi aimer. C'est juste à partir de ce moment-là. Et comme je dis, j'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais été aussi fort. Et les personnes qui, autour de moi, me voient, ne m'ont jamais vu aussi accompli. Et on réalise de plus grandes choses. Aujourd'hui, je peux me permettre, parce que j'ai accepté que je pouvais perdre, je peux me permettre aujourd'hui d'aller toquer à la porte de mastodontes comme entreprise pour les prospecter. Aucun problème. Je ne rougis pas une seule seconde. C'est comme ça que les portes des Émirats, je les ai ouvertes, bien évidemment avec l'aide de beaucoup de personnes, mais parce que, oui, pourquoi pas. Dans l'absolu, je foire, ben ok, je me sentirai mal 2 heures. J'accepte le fait de me sentir mal 2 heures. Ma foi, c'est pas grave. Mais on va essayer. C'est parce que j'ai accepté que je pouvais accepter ma sensibilité, donc accepter le fait que je pouvais me sentir mal, accepter le fait que je pouvais me sentir rejeté après une action commerciale, qu'aujourd'hui je l'ai fait, qu'aujourd'hui je peux aller plus loin. Parce que j'accepte, ok, bon, mais dans l'absolu, on va me dire non.
dans l'absolu, on va juste un peu, comment dire, on va un peu secouer mon ego, c'est tout. Donc, le fait d'accepter sa sensibilité, justement, pour devenir ce… Alors, pour le modèle patriarcal, même si on sait qu'il est bancal aujourd'hui, justement, si on veut même aller dans ce sens-là, si on veut même aller dans le sens du l'homme doit être fort, doit être le symbole de… Mais le fait d'accepter sa sensibilité, ça nous permet d'être plus fort, ça nous permet d'accepter ce rôle, etc., etc. Même si on veut aller dans ce sens de la société patriarcale. Donc, il faut le voir comme une bénédiction, il faut le voir comme un outil, mais il faut pouvoir surtout accepter le fait que, ok, je suis un être humain, je ressens des choses. J'avais envie de te poser une question un peu différente. Qu'est-ce que tu penses du fait que si on néglige ou qu'on réprime sa sensibilité, on a plus tendance à faire œuvre de pouvoir, et à l'inverse, si on est plutôt dans l'acceptation et l'utilisation de sa sensibilité comme une force, on est plus dans la puissance. Alors, ça, c'est très simple. Moi, je pense, en tout cas aujourd'hui, si tu me posais la question il y a quelques années, je dirais non. Moins tu montres, mieux tu te portes. Et quand je dis quand je dis il faut pouvoir montrer, extérioriser, c'est pas être dans l'extravagance. On se comprenne. Pouvoir faire la différence entre la puissance et la force, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre déjà. Pouvoir comprendre personnellement. C'est quoi la puissance, c'est quoi la force? Je ne pense même pas que je puisse aujourd'hui me dire sincèrement, je comprends cette différence. Moi-même, de manière très humble. Par contre, je suis quelqu'un qui observe. J'observe la différence entre le moment où j'étais fermé et le moment où je me suis ouvert. Entre le moment où je n'acceptais pas ce qui j'étais et le moment où j'ai accepté qui j'étais. Alors, je vois comme je suis, je vois comme j'avance et les résultats parlent. À partir du moment où, allez, je retourne à mes études, mais quand on parle de KPI, quand je regarde mes KPI, mes KPI n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui. Parce que j'ai fait le fait de pouvoir me libérer de ce fardeau, de mettre une muselière et ne pas parler, cette libération m'a permis de développer d'autres choses, de devenir plus grand, de devenir plus puissant et de partager plus. Ouais, et puis si bien que tu es moins dans le fait d'imposer. Je n'impose rien. Voilà. Même ma manière de manager a drastiquement évolué. Je ne dis même pas changer. Le mot évoluer est choisi. Alors, avant, ma manière de travailler, c'était simple. C'était, alors, toi, tu dois faire ça. Voici les étapes. Voici le résultat escompté. Et je vais venir monitorer toutes les actions. Romain, autant dire que pour déléguer, ce n'est pas le bon plan. Maintenant, c'est différent. Maintenant, je connais les talents de mes équipes parce que j'ai pris le temps de leur parler, en fait. J'ai pris le temps de voir les êtres humains qui avaient derrière les CV, qui avaient derrière les comptes en banque sur lesquels je vais faire les versements. Donc, on a discuté. Et maintenant, la manière dont je vais, imaginons, demander l'exécution d'une tâche, c'est, par exemple, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est quelqu'un avec lequel je travaille. Je l'adore, ce mec. J'aimerais avoir une photo de lui dans mon portefeuille tellement je l'aime. Mais ce gars-là, je lui dis, bon, Jean-Marie, voici le résultat à atteindre. Comment tu vois les choses? Ça a changé tout. Et maintenant, ils ont la responsabilité de créer, pas la responsabilité de suivre. Et vu qu'ils ont la responsabilité de créer, il y a un champ des possibles qui est ouvert et ils atteignent des résultats incroyables. Et c'est pour ça que j'ai décidé de payer certains de mes managers plus que ce que je me paye parce qu'ils sont plus créatifs que moi. Ils sont beaucoup plus forts que moi dans certains domaines. Ils sont excellents. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas les rémunérer? Et plus je les rémunère, mieux ils travaillent. Et mieux ils travaillent, plus ils sont contents. Plus ils sont contents, mieux ils travaillent. Et puis on rentre dans un cercle vertueux. Et ça continue, ça continue. Et on crée, et on crée, et on crée. Donc même le management, à partir du moment où j'ai décidé de voir les personnes qui avaient derrière juste des compétences, métamorphose. Aujourd'hui, ils décident eux-mêmes.
Et ça me permet de libérer énormément de temps. Aujourd'hui, le fait de pouvoir me mettre 1 heure et demie comme ça dans une réunion, c'était impossible. Là, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir. C'était impossible. Mais parce que maintenant, j'ai délégué cette responsabilité aussi dans le management. Et tu penses qu'il y a encore une grande marge de progression par rapport à tout ça? J'espère. J'espère, bien évidemment. Si je dois m'arrêter là, c'est plus fun. Donc, bien évidemment bien évidemment, la marge, j'espère que cette marge, elle est infinie. J'espère qu'il y aura toujours un clou à améliorer. J'espère réellement qu'il y a toujours quelque chose qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, qui se sente mieux, que je me sente mieux, qu'on fasse plus. Parfois qu'on fasse moins pour faire plus. Donc, l'idée, elle est toujours simple. On a toujours des choses à apprendre. Tu as parlé des neurosciences, Virginie. Je suis féru des neurosciences. Je suis féru des biais cognitifs. Oui, J'ai étudié les biais cognitifs pour comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'une décision était une décision. Pourquoi est-ce que mon cerveau primaire réagissait d'une certaine manière et pas d'une autre. Et pourquoi est-ce que les personnes avec qui mes interlocuteurs réagissaient à certains stimuli d'une certaine manière. Fatalement, il y a des choses à améliorer. Fatalement, il y a des choses encore à optimiser, mais toujours dans cette idée de pour créer, il faut qu'on vive bien. Voilà. J'ai vu le message mais de Jean-Christophe. Je me permets juste de t'interrompre 2 secondes, Virginie, parce que Jean-Christophe va devoir partir. Ok, Euh, Jean-Christophe. un grand merci pour ta participation, Jean-Christophe. De toute façon, il y aura le replay, tu pourras voir la fin avec grand plaisir. C'est un plaisir, Jean-Christophe. Merci. Virginie, je t'en prie. Ouais, merci. Franchement, ce que Erfan dit, c'est vraiment juste magnifique, quoi. C'est un bel exemple de leadership, comme dit Virginie, durable. Et l'approche de la création, s'il n'y a rien à faire, c'est une approche vraiment vraiment géniale. Ça me donne plein d'idées, Ervan. Donc, merci. Je te remercie. Merci. Moi, je vais vous laisser là. Au revoir. Ciao. Merci. Hein. Merci encore, Jean-Christophe, d'être venu. Virginie, je t'en prie. ouais, oui, alors en fait, c'est ça, c'est l'image que j'ai vue, c'est vraiment quand on parle de force et de puissance et que on a été réintégré cette partie de nous qui est, bah ouais, l'élan, quoi, de la vie. En fait, c'est très animal. Mais c'est la neurobiologie qui nous permet d'aller là-dedans. Et donc, si on n'entretient plus de l'amusement ou des pauses pour soi qui nous kiffent, ça ne fonctionne pas, évidemment. Et là, ce que j'ai vu chez toi, Erfan, c'est le lion. Tu vois, tu as parlé de fédérer, tu as parlé de rassembler. La force, pour moi, c'est le lion qui rugit, qui donne ses ordres et qui ne essaye pas de comprendre l'autre monde en face de lui. Par contre, l'autre lion, c'est celui qui rassemble. Tu vois, je ne sais pas si tu connais Aslan, ce lion qui était un king dans un film hein, et Le monde qui de aimait Narnia. les gens. Pardon? C'était le monde de Narnia. C'est ça, voilà. Et donc, tout est là, en fait. Et donc, ça se ressent. C'est beau à voir. Moi, c'est ma vision jusqu'à mon avis, la fin de ma vie, c'est de transformer les leaders en leaders durables comme toi. Voilà. C'est un Merci. compliment qui vient de mon cœur parce que c'est vrai, je te connais pas, mais ça se ressent à travers l'écran. Donc, c'est tout à fait honorable. Je te Voilà. remercie. Je te remercie. Merci, Virginie. Enfin, c'est très touchant ce que tu dis. Et Erfan, c'est vrai que ton parcours de ce que tu décris amène une transformation assez incroyable. Et c'est vraiment superbe. Mais je pense que chacun d'entre nous ici a quelque chose à partager, une anecdote, une expérience par rapport à quelque chose de ce type-là, de par son vécu. Et ça serait peut-être intéressant d'ailleurs de partager maintenant. On a encore 25 minutes ensemble. Alors après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout hein, si jamais on veut interrompre avant, bien évidemment. Mais ça serait intéressant d'avoir un peu un partage de chacun, comment ça fait écho, tout ce que Erfan a pu dire jusque-là, et qu'est-ce que ça a aussi peut-être révélé, donné comme idée, comme envie
pour aller plus loin. Parce que malgré tout, Erfan, toi, t'as mis en évidence que tu as dû passer malgré tout par un événement dur de type burn-out, hein, même si ça a été sur une journée, certains ne se relèvent pas du tout avec des burn-out. Enfin, Virginie, tu peux vraiment témoigner là-dessus. Toi, tu as eu ce déclic qui a fait que je peux pas continuer comme ça et je veux aller prendre une autre direction parce que c'est pas possible. Mais comment on pourrait faire? Moi, c'est vraiment la question auquel j'aimerais qu'on arrive à trouver une réponse un jour. C'est comment on pourrait arriver à faire que les personnes arrivent à évoluer vers ça avant de se prendre un mur, en fait. Parce que moi-même, j'ai pris un mur dans ma propre vie. Toi, tu as parlé du mur que tu as pris. On a fait ces changements qui nous, enfin, quelque part imposés par ce mur. Mais est-ce qu'il y a une autre façon est-ce qu'il y a une autre façon de faire et de s'empêcher de se prendre ce mur? Si je peux me permettre, il y a une petite chose et j'aurais tellement aimé avoir pris conscience de ça plus tôt, c'est le concept d'ikigai, le concept de raison d'être. Mhm. Alors, encore une fois, c'était une de mes lectures, donc à partir du moment où les gens ont vu que je me sentais mûr, ils ont commencé à me donner autre chose que des livres business. Donc, ça devenait plus intéressant. Donc, j'ai eu plein de livres de développement personnel qui sont passés. Et j'ai lu Ikigai et je me suis dit, mais bordel. En fait, le fait de courir, le burn-out, en tout cas, comme moi je l'ai ressenti, je suis passé à côté, il m'a frôlé. C'était cette sensation de me dire, je cours dans le vent et je ne vois plus pourquoi je fais les choses. Une fois que j'avais atteint mon objectif, je ne vois pas pourquoi je vais continuer. En fait. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Une perte de Ma sens. raison d'être n'était pas la bonne. Mhm. C'était vraiment ça qui m'avait travaillé. Et j'espère qu'un jour, des ateliers sur l'ikigai passent dans toutes les entreprises de manière obligatoire. Aujourd'hui, on a des safety tests, par exemple. Vous devez passer des tests de sécurité. Quand il y a une alarme incendie, on sait comment sortir du bâtiment. Bordel, quand on est en train de brûler nous-mêmes, on ne sait pas comment sortir de notre corps. Et on ne sait pas comment sortir de ces situations. Alors que en entreprise, si on arrivait à imposer certaines choses, que si les États pouvaient imposer un atelier Ikigai, Mais est-ce que ça on devrait verrait. même pas être à l'école d'ailleurs? Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que finalement c'est ça. C'est là où quelque part tu définis une voie sur laquelle tu vas avancer tout au moins sur les premières années de ta vie, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça te convienne ou convienne pas. Bien sûr. Mais finalement, si on pouvait intégrer ça bien avant dans le système éducatif, ça permettrait peut-être d'avoir des personnes qui trouveraient du sens à ce qu'elles veulent faire. Et Malheureusement, donc nous dans sommes les en études Europe. qu'elles veulent poursuivre. Oui, je te rejoins là-dessus, Jean-Christophe. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, et aussi de manière plus globale sur ta question, Jean-Christophe, sur comment éviter le burn-out. J'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui se joue beaucoup plus sur l'éducation et sur apprendre à être, donc chez les petits. Parce que j'entends bien ce que tu dis, Irfan, sur l'intérêt public, en fait, que d'ouvrir les gens à l'ikigai. La question que je te pose, si un an avant cet épisode où tu as vraiment eu, enfin, tu as failli pas réussir à te lever, si on t'avait collé l'ikigai en te disant, bah, fais-le, est-ce que tu penses que tu l'aurais fait Probablement pas. Voilà. J'étais tellement dedans et tellement pris dans dans cette dynamique de produire pour produire. Effectivement, ça n'aurait pas résonné en moi. Tu as raison. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on a tous vécu à un moment donné une formation qu'on nous a imposée et on n'y a pas vraiment trouvé le sens à ce moment-là. Alors aussi intéressante qu'elle puisse être et ce qu'elle peut apporter, hein, mais y aller à reculons quelque part. Effectivement. Moi, j'avais une petite question par rapport à ta famille proche. Là, tu parlais de ta compagne et il m'a semblé que tu as mentionné je ne sais pas si tu as des enfants. Non, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Et alors, du coup, par rapport à ta compagne, là, au moment où tu étais très proche du burn-out, est-ce que ta compagne t'avait lancé aussi des petits signaux d'alerte, etc. Est-ce qu'elle voyait dans l'état que tu étais ou... Alors, oui et non. Et ça m'émeut d'en parler. Et c'est le moment d'être ému. Donc, je me permets d'être. C'est vraiment
elle voyait que j'étais plus le même, que je souriais moins, que j'avais j'avais moins cette envie d'aller chercher des choses, mais au niveau privé. Mais bon, vu qu'elle comprenait mes désirs, vu qu'elle, pour elle, le fait d'être derrière moi, me pousser, c'était me donner l'espace pour que je puisse travailler, elle se taisait. Elle se taisait pour me donner l'espace. Et au moment où justement ce matin-là, où je me suis levé et je me disais, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. J'ai l'impression que je suis fatigué, mais j'ai trop de trucs à faire. Et plus je me disais j'ai des trucs à faire, plus j'étais fatigué. Et c'était comme ça. Et c'est à ce moment-là où elle a fondu en larmes. Elle m'a dit, tu sais que tu es en train de te tuer. Ça ne me sert à rien d'avoir un compagnon mort, mais riche. Ça me sert strictement à rien. Ça. Et donc, et par la suite, quand on a discuté, elle disait, mais je te sentais tellement dans ton truc, tu étais tellement absorbé par ce que tu faisais. Et moi, je me disais toujours, ben, j'ai envie de donner l'espace, j'ai envie de faire attention à tout le reste, de m'occuper de tout ce qu'il y a dans notre vie, mais toi, réalise ton rêve. Et c'est pour ça que je dis, quand je disais au début de l'intervention que je suis béni, que je suis touché par la grâce divine, c'est parce que j'ai des gens comme ça autour de moi. J'ai mes meilleurs amis qui ne m'ont pas abandonné. Au moment où je suis tombé au sol, ils étaient là. Et au moment où je ne les attendais pas, ils étaient là. Donc ouais, personne n'a vu venir le truc. Si, ils m'accompagnent un petit peu. Personne n'a vu le truc venir. C'était d'un coup et bam. Mais ça, j'ai été heureux. Enfin, je suis heureux parce que l'épisode Burnout n'a duré en réalité qu'une journée. Et ensuite, pendant 3 mois, j'étais juste un peu, je balbutiais. Je ne savais plus où j'étais. Mais j'ai réussi à vite me ressaisir parce que j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de faire des activités. Je me suis aidé moi-même. Okay. Mais merci pour ta question. Okay. Ouais, c'est comme si en fait, Oui. tout ce que tu avais pu accumuler en termes d'expérience de lecture, c'est remonte à la surface pour dire là, c'est une ressource. Ah ouais, clairement. Et ce qui t'a Clairement, évité bah, effectivement de péricliter dans le burn-out. il y a de ça, fatalement, il y a de ça. Et je reçois tous les jours, allez, encore aujourd'hui, je reçois des livres tous les jours, on m'en envoie. Tout le monde sait, on ne m'offre jamais de cadeau d'anniversaire. Les seules choses que je veux recevoir, cadeau de Noël, anniversaire, ou bien même notre nouvel an, le nouvel an perse, on doit m'offrir des bouquins. Mais donc, et à chaque fois, on m'offre des bouquins, je lis et ah bon, ah merde, ah d'accord, ah, et voilà. Et même le fait d'accepter sa sensibilité, ça m'a permis de devenir plus humble et d'accepter que je ne pouvais pas comprendre tout. Par exemple, Maxime, ici, l'intervention que tu viens d'avoir en disant, bah oui, mais finalement, Erfan, est-ce qu'il y a 2 ans d'ici, tu l'aurais accepté de suivre un atelier Ikigai? Ben, de manière très malhonnête, je t'aurais répondu oui. Parce que c'était un aveu de faiblesse, le fait de te dire, ben non, tu as raison. C'est réellement tout ça que ça m'a permis de faire. Et aussi d'apprendre mieux. De lire un livre et de me dire, ben ouais, non, l'auteur, il sait des choses. Et pas dire, mais il est complètement allumé, ce mec. Mais ce que vous m'évoquez à vous entendre, et j'aime bien ce que Maxime a déposé, est-ce que finalement, il ne serait pas intéressant de remettre au goût du jour la ressource naturelle qui existe de manière abondante sur cette planète, qui est l'humain, dans un monde où les entreprises, les grosses boîtes, leur challenge, c'est moins polluer, c'est tout cet aspect durable et économique qui pèse dans leurs chiffres. Hein. Faut pas non plus être faux cul. Hein. À un moment donné, peut-être que j'observe certaines plus petites structures mettent en avant l'être humain, évidemment, ça existe, mais à côté de ça aussi, il y a des boîtes où c'est pas leur cheval de bataille de mettre un ikigai. Euh, Parfois, ce qu'il existe, c'est, j'entends des managers qui me disent, ouais, mais enfin, Virginie, on nous met dans des cases. Je suis rouge, bleu, vert, orange. Et finalement, nous ne sommes pas une case, puisque ben,
les archétypes de Carl Jung, la neurobiologie te dira quand même, on est unique et on a des peurs subconscientes en nous qui font que ça nous tire. Et c'est ça le mécanisme de la perte de sens et du burn-out, mais que tellement peu d'humains comprennent parce que, mais dans un monde qui va de plus en plus vite, il y en a de plus en plus. Avant, il n'y en avait pas autant. Voilà, bon. Et donc, le monde tourne et c'est VUCA, hein, on le sait, c'est très volatile, tout est complexe, incertain, on ne peut pas dire que demain on sait ce qui va se passer. Donc, l'humain n'aime pas ça et en plus, il n'a pas été éduqué, comme Maxime le dit, à l'école, à justement ne pas avoir peur, un, du changement, deux, du manque d'autonomie, trois, des relations à l'autre. Et donc, c'est complexe puisque tu sais, en Belgique, je crois, hein, c'est encore le code Napoléon qui donne les guidances de ce qu'on donne comme cours à l'école. Alors, il y a des écoles qui sont évoluées où on donne des... Mon fils de 8 ans, lui, il sait c'est quoi les émotions parce qu'il a eu la chance d'avoir une école dans laquelle on lui a appris, mais, et il a les parents, mais tout le monde n'a pas la notion de être sensible, c'est pas une faiblesse. Voilà. Ouais, c'est encore quelque chose qui est beaucoup trop jeune. On n'est pas encore dans le changement de l'archétype sociétal où c'est plus patriarcal, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus équilibré. Sans dire de partir vers enfin, un modèle matriarcal, mais quelque chose de beaucoup plus équilibré, où en fait chaque part d'humain est simplement prise en compte et en considération dans une notion d'équilibre. Comme je disais en préambule, en fait, en tant qu'humain, on a tous cette sensibilité. Alors bien évidemment, la sensibilité masculine est différente de la sensibilité féminine, euh, mais on a tous cette part de sensibilité. Et c'est important. Encore que on a tous une dimension féminin et masculin en C'est nous. ça, c'est ça. Donc, quand j'entends Irfan parler de j'étais perdu, tu sais, c'est un peu le repli dans le nerf vague parasympathique de l'intériorité, quoi, hein. Donc, c'est nos énergies féminines, boum, on se protège, quoi. Et d'un autre côté, le mâle, il va à l'action, mais les femmes aussi, hein. Donc, à un Bien sûr, moment, on a tout complètement. en nous, quoi, hein. Complètement. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'équilibre, en fait. C'est retrouver toutes ces parts de nous qui, à un moment donné, de par l'influence sociétale, familiale et autres, ont été ont été forcées, entre guillemets, de se taire. C'est de leur permettre enfin de s'exprimer de nouveau. Mais en donnant un cadre. Et c'est surtout ça, je pense, qui est important. Parce que ça peut être mal compris. Le fait, et c'est une discussion que j'ai eue quand j'étais en cours aux Émirats avec un bon ami, où on parlait de sensibilité. Il disait, mais écoute, Erfan, moi, si je dois libérer tout ce qui est en moi, je n'avance plus. Parce que je suis mal, parce que cette personne avait vécu la guerre, parce qu'elle elle avait intériorisé les drames qu'elle avait vécus. Si je commence à vouloir accepter tout, je ne vis plus. Et la seule réponse que j'ai pu lui donner, en tout cas, c'est une réponse de gars qui est passé par là, plus ou moins, mais sans réellement pouvoir comprendre. Je lui ai dit justement, l'accepter, ça ne veut pas dire l'étaler. L'accepter, ça veut dire je sais ce qui s'est passé, je comprends les effets qu'il y a eu sur moi, je décide d'en faire quelque chose. Ce n'est pas l'étaler en public. On n'a pas besoin de pleurer devant tout le monde. On n'a pas besoin de crier devant tout le monde. On n'a pas besoin d'être sensible devant tout le monde. On n'en a pas besoin forcément. Mais tu dois pouvoir l'accepter. L'accepter et décider de voir ce que tu vas en faire. C'est un outil formidable. Les douleurs, c'est exceptionnel. Avoir mal, c'est bien. Je sais que c'est super contre-intuitif ce que je dis. Avoir mal, c'est bien. Ça nous permet si on arrive à les utiliser, si on arrive à utiliser la douleur, avoir mal, c'est formidable. Je te rejoins totalement là-dessus. Le corps, c'est un moyen d'expression de notre inconscient. Donc quand il manifeste une douleur, c'est bien qu'à un moment donné, il cherche à nous faire prendre conscience de quelque chose. Ouais. Alors c'est pas de rentrer dans la victimisation en disant oh là là c'est la catastrophe, j'ai hyper mal, machin. Bien évidemment, tu as ta douleur qui est là, mais c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi Ouais. ton corps à un moment donné, il manifeste cette douleur, pourquoi il met ce signal d'alarme finalement. C'est ni plus ni moins qu'une alarme intérieure de dire oh attention, tu as quelque chose à comprendre, peut-être que tu fais fausse route. C'est pour ça que je me permettrais peut-être de nuancer légèrement, peut-être pas avoir mal c'est bien, mais accepter d'avoir mal, accepter, enfin accueillir
d'avoir mal. Je pense que c'est dans ce sens-là d'ailleurs. Enfin, je trouve qu'il y a une légère différence là-dedans. Enfin, enfin, j'ai bien compris, mais je pense que c'est important de nuancer dans le sens où justement on n'est pas masochiste. Mais par contre, Ouais, quand il y a ouais, quelque chose qui va pas, c'est OK. ouais. Qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que j'arrive à l'écouter? Est-ce que j'arrive à me tenir avec avant de vouloir juste le masquer, faire semblant que tout va bien, etc. Et enfin voilà, moi, ça me semble important, cette petite nuance. Merci. Oui, tout à fait. Je pense que Erfan, tu voulais dire dans le sens-là de par ce que tu disais, je pense que c'est dans le sens-là que tu De la voulais. leçon, en tout cas, oui, Ouais. effectivement. C'est En quelque tout chose cas, qui oui, est utile c'est bien comme ça que je l'avais compris. Ouais. utiliser. On arrive gentiment Ce vers que, 13h20. ce que ça met, je crois que Maxime, accueillir, c'est qu'il y a aussi une méconnaissance du fait que la puissance d'un cerveau est plus dans le corps que dans la tête finalement. Et que tout ce qu'on peut transformer dans nos vies va être dans le corps. Et donc, c'est l'accueillir dans le corps pour pouvoir le libérer et du coup avoir une autre pensée derrière, quoi. Ça, c'est juste magnifique, mais c'est vrai que c'est pas encore tellement connu, nous peut-être, parce que voilà, on l'a intégré, ou en tout cas, ça nous a intéressés dans nos vies, mais c'est pas ce qu'on observe tous les jours, quoi. Mais je suis bien d'accord, ça s'éduque, ça s'apprend et ça peut prendre du temps. Oui. Tout à fait. Et puis pour reprendre ce que tu disais, Erfan, par rapport à ton ami, bah, lui, il a aussi de nombreux traumatismes en fait qui s'expriment par de la douleur, par tout un tas de choses où s'il laissait effectivement, il ouvrait quelque part le couvercle, bah, ça sortirait, ça sortirait. Et en fait, un moyen pour lui d'aller mieux vis-à-vis de ça, c'est déjà de gérer ses traumatismes et pour ça de se faire accompagner. Parce que c'est pas anodin effectivement de vivre la guerre. On n'est pas en tant qu'humain préparé à ce genre de choses à la base. Donc c'est aussi trouver un espace pour lui où il puisse libérer tout ce qu'il a à ce niveau-là avec une personne de confiance qui soit aidante. Ça, c'est vraiment vraiment la dimension Culturellement, c'est thérapeutique en difficile. fait. En fait, culturellement, c'est difficile pour cette personne Ouais. de pouvoir dire je vais voir un psychologue ou je vais voir juste un coach, pouvoir parler de ce genre de choses. C'est une erreur. Je suis dans le même cas. Avant de pouvoir me dire écoute, il va falloir faire des choses et il va falloir demander de l'aide parfois, ça a pris du temps. Et au début, j'étais même gêné d'en parler. Je veux dire, c'est très culturel, hein, ce dont je parle. Au Moyen-Orient, c'est très, 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 très difficile d'admettre pour un homme le fait de dire bon, ben là, je vais devoir aller voir quelqu'un qui va me donner un coup de main pour que ça aille. Malheureusement. Mais je Je crois crois que que c'est pas qu'au ouais, Moyen-Orient. ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Je crois que C'est ça. c'est partout. C'est assez universel. Ouais. Ouais. On en revient à l'éducation. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est inscrit dans les cellules de génération après génération que ouais, c'est une marque de faiblesse que d'aller demander de l'aide à quelqu'un en fait. Ouais. Ouais. Alors qu'en réalité, si on regarde, je reviens rapidement au cerveau, euh, sur toutes les lectures que j'ai eues et sur notre programmation tribale, le fait de demander de l'aide, ce n'est pas mal vu si c'est de l'aide qui vient de notre propre tribu, de personnes qui nous ressemblent. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller demander un coup de main à quelqu'un qui nous ressemble finalement. Mais Erfan, j'ai observé un leader autour de moi qui, inconsciemment, il est dans une peur de l'échec. Donc, il n'allait pas aller demander de l'aide parce que pour lui, comme c'est un bâton, c'était un aveu de faiblesse, demander de l'aide, tu imagines. Et donc, alors derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est la peur du jugement, c'est la peur du rejet, et donc c'est le lien d'attachement d'un bébé, quoi. Donc, c'est horrible parce que tu crois que tu vas mourir, quoi. Mais c'est inconscient. Et donc, ouais, c'est pas si évident de demander de l'aide. Ouais. Même une femme, hein, j'ai envie de dire, finalement. Non, non. Non, puis d'autant plus on a été de plus en plus dans une société d'individualisme où il y a même plus cette notion de cocon collectif, de collectivité, de communauté.
où on pouvait peut-être déjà plus parler librement. Ouais. Mm. Mais ça, c'était aussi un de mes challenges. On revient encore, Romain, sur le fait de pouvoir déléguer. Quand tu délègues, tu dois pouvoir demander l'aide de toute ton équipe. Et demander de l'aide, même en utilisant le mot aide, c'est bien. Et ça leur donne justement la sensation d'être investi d'une mission d'une mission qui est une mission de sauvetage en réalité. Et c'est formidable de leur donner cette sensation. Je veux dire, toutes les personnes qui travaillent pour moi, en tout cas les managers, ont généralement 30, 35 ans de carrière. Moi, je n'ai pas 30 ans de vie. Donc, je dois pouvoir apprendre de ces personnes. Je dois pouvoir être assez humble pour dire, bon, j'ai besoin d'un coup de main. Là. Je ne comprends pas comment on est en train de faire le truc. Et je pense que de déléguer, c'est aussi ça. C'est pouvoir aller demander de l'aide à des personnes qu'on a décidé de prendre avec nous. Ouais, c'est finalement aller voir quelqu'un, c'est pas déléguer une partie de notre mal-être, d'une certaine façon. Dans l'aspect, je demande de l'aide pour aller mieux, et moi aujourd'hui, j'en ai pas forcément la clé. Donc j'ai besoin d'une expertise que moi j'ai pas, et c'est là où je délègue quelque part une partie. Alors, toute mesure gardée, en gardant la responsabilité de ma vie. Ouais. Parce que si t'es pas partie prenante des choses, et ça, moi, je l'ai vécu sur les 7 années de thérapie, de thérapeute que j'ai maintenant, j'ai vu des personnes qui venaient, mais qui n'avaient pas la conviction d'être aidées. Ils venaient parce que leur femme leur avait dit de venir, mais eux voulaient pas pour autant changer, voulaient pas forcément évoluer, voulaient pas forcément lâcher la problématique qui était derrière, et en fait, tu n'obtiens rien. Donc moi j'ai appris rapidement en fait à dire à ces personnes-là, désolé, mais moi je peux rien pour vous. C'est vrai que c'est un point super important, ça, en tant que thérapeute. Est-ce que je suis un guérisseur où je vais aider la personne à, elle, prendre soin de ses blessures et arriver à les transformer pour vraiment se déployer et transformer son regard sur sa vie? Ou est-ce que je vais jouer le sauveur et croire que c'est moi qui vais sauver la personne et lui permettre d'aller mieux? Et c'est dans Voilà, ce cas-là où ouais. ça va pas du tout, quoi. Non, et surtout, Non. ce n'est plus leur cheminement à eux. Bien sûr. Ouais, puis ils remettent en fait les clés du navire, tu parlais de capitaine, ils remettent les clés du navire de leur vie en fait à quelqu'un d'autre en disant sauve-moi. Et moi je m'en déresponsabilise totalement. Mais pour revenir sur ce que Maxime disait, il y a un livre que je vous conseille tous, Ne jamais couper la poire en deux, de Chris Voss. Il y a il y a une anecdote qui raconte, et ça rejoint vraiment ce que tu dis, Maxime. Donc, Chris Voss, négociateur FBI, machin chouette, etc., on lui demande de prendre la hotline et de l'aide pour les personnes voilà, qui pensent au suicide. Et lui, très fier, bon, ben, il aide avec un cheminement logique à une personne à dire finalement, tu vois, tu n'as pas envie de te suicider. Et il est très fier de lui. Il le raconte dans son livre, très fier de lui. Il va voir son supérieur en disant ouais, la personne m'a dit que j'avais raison. Et finalement, qu'elle ne devait pas se suicider. Bon, et son supérieur lui dit tu sais que cette personne vient de faire tu viens de faire une des plus grosses conneries de ta vie parce que tu t'es attribué tout le succès. Tu t'es attribué le succès, tu t'es attribué le cheminement. Et cette personne l'a probablement ressenti. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est de la maïeutique finalement, c'est de faire naître, faire jaillir, et pas s'attribuer le fait d'avoir aidé. C'est ça. Écoutez, formidable. Moi, je vais devoir bientôt vous Oui, laisser. de toute façon, ça va être Oui. l'heure, et moi j'ai vraiment souci de respect de l'heure pour chacun. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôt cette merveilleuse intervention? C'est pas une question, mais j'ai pas eu l'occasion d'exprimer mes remerciements envers Erfan. J'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as dit et surtout la sincérité de tes exemples. Et quand on te pose des questions, la sincérité de tes réponses aussi, c'était Merci. top. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, oui, Romain, il y a un replay, bien sûr, qui vous sera envoyé, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas pu participer, mais qui s'étaient inscrits, de façon à ce qu'ils puissent profiter
de cet échange. Romain, tu voulais dire quelque chose? Pareil, C'est bon. juste remercier Erfan. C'était intéressant, mais j'ai une très mauvaise connexion, donc j'aimerais bien le réécouter. Ça marche. Virginie, Mais pareil, pareil, merci, merci, merci beaucoup pour ce partage, c'est précieux. Voilà. Merci à toi, Prenez Lina. soin de vous. Maxime, tu veux ajouter quelque chose? Bah ouais, juste merci. Enfin, juste merci. Ouais, c'était très, très intéressant et des choses vraiment, vraiment inspirantes. Ce que je retiens, enfin, c'est ce qui m'a touché, c'est quand tu parlais, Erfan, de vraiment de la création et de l'importance de se sentir bien pour justement être dans la création. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, ce qui m'a parlé touché, c'est vraiment d'être dans la création alignée, quoi. Qui soit juste pour moi, juste pour les autres aussi avec lesquels j'interagis. Et justement de l'importance de ce climat qui soit bon pour tous autour. Merci. À mon tour de te remercier du plus profond de mon cœur, Erfan. On avait échangé assez rapidement la dernière fois quand tu étais à Dubaï. Et cette brève discussion qu'on a eue m'avait tellement déjà touché que je t'avais derrière, dans la foulée, proposé d'intervenir. Et je te remercie vraiment énormément parce que tu nous as amené un événement, enfin un moment de partage extraordinaire. Tu as pu nous montrer que ben, on peut avoir cette posture d'homme et en ayant cet équilibre entre cette masculinité et cette féminité qu'on a tous en nous. Et encore une fois, un grand merci pour ça. On aura forcément l'occasion d'échanger encore derrière, je suis sûr. Ouais, Et, j'espère. vraiment, merci de nous avoir vraiment accordé 1 heure et demie de ton temps. Avec grand plaisir. Et Avec grand plaisir. Je vais prendre aussi le temps de vous remercier chacun, d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, d'avoir également été indulgent avec moi sur tout ce que j'ai pu partager. Et, j'en avais discuté avec Jean-Christophe. Je voulais vous faire un cadeau à toutes les personnes qui avaient décidé de participer ici. J'avais quelque chose en tête, mais après cette discussion et après la qualité des échanges, si tu me permets, Jean-Christophe, j'aimerais je t'en prie. j'aimerais revoir ce cadeau pour qu'il prenne plus, qu'il soit plus accessible et qu'on puisse démarrer certaines choses ensemble. Donc, je vais réévaluer la chose et je te recontacte, Jean-Christophe, Oui, pour bien que sûr. tu puisses offrir ça à toutes les personnes qui ont participé d'abord à cette réunion. Je suis extrêmement touché par ce qu'on a échangé et j'espère pouvoir échanger avec vous bientôt pour pouvoir voilà, nous aider ensemble à atteindre des objectifs. Romain, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble, notamment par rapport aux discussions qu'on a eues. Donc, j'aimerais pouvoir vraiment aussi t'aider là-dessus. Et voilà, donc je reviens vers toi, Jean-Christophe, avec un autre cadeau Super. qui sera plus aligné par rapport à ce qu'on a échangé. Parce qu'avant ça, c'était très impersonnel. Et vu que je ne pensais pas pouvoir être aussi touché, aussi ému par tout ce qu'on a fait ensemble. Donc, je reviens avec quelque chose de mieux. Ça marche, avec grand plaisir. Moi, je retransmettrai avec grand plaisir. Merci aussi à toutes et à tous pour votre participation. Pour ceux également qui verront ce replay, qui n'ont pas pu participer ou qui ont dû interrompre en cours de route, ou si la qualité n'était pas la meilleure pour saisir tout. Ça a été donc ce premier événement de banquet Parole d'expert. Merci de l'avoir permis, Erfan. Merci à toutes et à tous d'avoir fait cet événement aussi magique tel qu'on a pu le vivre ensemble. Et on aura un prochain événement le 14 décembre. Et je reviens vers vous très rapidement pour vous donner la teneur. Ça va être aussi encore un merveilleux événement sur les injonctions. Merci pour votre temps. Je vous retiens pas plus. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi, une très belle semaine. Et puis, on reste en contact ensemble, dans le cœur. Et encore merci.
Merci à tous. Au revoir. Merci, bel après-midi à tous Bel et après-midi. toutes. Bye bye. Bye bye.